C'est un jeune administrateur civil. Il est expert en politique publique, titulaire d'un master à l'Université du Missouri aux États-Unis. Sa structure est l'auteur d'un rapport qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est le directeur exécutif du CIFWeb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, Youssouf Ouattara, qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, on commence justement par votre mission en tant que CIFWeb, informer, former et étudier le budget, c'est bien ça? C'est ça. Donc, le CIFOEF, c'est le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. C'est une organisation à but non lucratif et non partisane. Donc, ce que nous faisons, nous nous intéressons particulièrement aux questions de gouvernance financière. Et pour ça, nous travaillons à mettre l'information budgétaire à la disposition du public et à la travailler surtout à la rendre digeste et accessible pour le public, parce que nous estimons que si la population comprend mieux l'information budgétaire, elle sera à même de pouvoir influencer l'action publique et tenir les gouvernants redevables de l'utilisation de leurs ressources publiques. Nous faisons donc aussi la promotion de la participation des populations à l'action publique et surtout la transparence. Nous nous intéressons particulièrement à la transparence et à la bonne allocation des ressources budgétaires. On parle de, prenons les budgets des 5 dernières années au Burkina Faso. Ont-ils toujours été des budgets sincères et réalistes? Oui, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement le taux d'exécution du budget est intéressant sur les 5 dernières années, mais on peut se poser également la question sur la sincérité des estimations et des projections. Et ce que nous avons toujours reproché, surtout au niveau du budget, c'est le volet acquisition des biens et services, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les baux administratifs, l'acquisition des denrées. C'est cette dimension en fait qui gonfle le train de vie de l'État et qui alourdit effectivement la charge budgétaire pour le contribuable. Et on estime que si le gouvernement fait des efforts dans ce sens, on pourra dégager des marges budgétaires pour pouvoir investir et prendre en charge beaucoup plus les préoccupations des populations. Donc notre problème, c'est surtout une question de comment dégager plus de ressources budgétaires pour pouvoir l'affecter à l'investissement. C'est toujours le problème, l'investissement. Exactement, étant donné que le fonctionnement consomme une grande partie de notre budget. Et donc, le fonctionnement qui consomme une grande partie du budget, et là, ça nous permet de parler de masse salariale. C'est vrai que ces dernières années, ça a toujours été l'objet de débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux. On se renvoie la balle. Le gouvernement pense que les différentes revendications, les protocoles d'accord ont engendré justement une augmentation de la masse salariale qui ne serait plus conforme aux normes de l'espace communautaire. Et au niveau des partenaires sociaux, on pense que c'est plutôt la prise en charge des personnalités, des présidents d'institutions, des ministres, etc. C'est cela, à ce niveau qu'il faut revoir les choses, parce que effectivement, le gouvernement et toutes ces personnalités ont un train de vie assez important et il va falloir dégraisser les choses à ce niveau. Alors, vous venez de produire un rapport justement sur les salaires des membres du gouvernement, particulièrement les membres du gouvernement du quinquennat passé. Et vous observez dans ce rapport-là qu'il y a plus de 2 milliards de francs CFA de trop perçus. Déjà, attendiez-vous justement à cet effet de bombe qu'a suscité votre rapport? On est très, on va dire, surpris aussi de l'intérêt du public pour la question budgétaire. Mais moi, je pense que ce manque d'intérêt antérieurement s'explique par le déficit d'information. Si le public dispose de suffisamment d'informations, si le public est suffisamment éclairé sur la matière budgétaire, je pense que naturellement, ils seront beaucoup plus intéressés à la question. Vous l'avez dit, nous avons regardé la masse salariale, surtout le traitement des ministres de 2016 à 2020. Ce que nous avons fait, c'est de regarder les dispositions du décret
881 91 qui prévoit donc les taux à servir aux différents membres du gouvernement. Décret de 2008. 2008. Et nous avons regardé également le montant qui est servi à ces ministres-là, donc du gouvernement TEBA 1 jusqu'à TEBA 3, y compris d'Abiré 1. Donc nous avons fait un cumul en termes de calcul pour déterminer le trop perçu. Parce que c'est un terme consacré en finances publiques. Si vous bénéficiez de ressources, d'argent, plus que ce que les textes prévoient qu'on vous serve, ça s'appelle un trop perçu. Et c'est ce trop perçu que nous avons calculé et qui remonte à 2,90 milliards sur les 5 dernières années. Les 5 dernières années. Et ce décret de 2008, c'est la seule base de votre rapport? Oui, c'est la base de notre rapport parce que, bien sûr, aussi avec les salaires effectivement servis en dehors de ce décret. Quand on fait une analyse, il faut faire l'analyse par rapport à la norme. Et c'est ce décret qui définit la norme. Si vous prenez la fonction publique, il y a une norme. Et si vous prenez les autres secteurs publics, il y a une norme. Donc, quand vous faites une analyse, vous regardez la situation actuelle par rapport à la norme. Et c'est cette analyse qui nous a permis de dégager ces marches-là. Et justement, revenons sur ce décret. Que dit exactement ce décret? Le décret, en son article 1, définit les montants servis au Premier ministre, au président d'institution et aux membres du gouvernement en fonction de leur rang protocolaire. Vous savez, il y a des ministres d'État, il y a des ministres SEM, il y a des ministres délégués, il y a des secrétaires d'État. Le décret donne également les montants qui doivent être servis en termes d'indemnité. Voilà. Et l'article 2 du décret dit que cette rémunération est servie à toute personnalité appelée à servir aux hautes fonctions, et quelle que soit son origine professionnelle et quelle que soit la rémunération antérieurement servie. Et le décret, l'article 2 ajoute que ce montant, donc cette rémunération, fera l'objet d'un contrat entre l'État et les personnalités qui sont invitées, appelées à servir comme ministres. Et pour les ministres simples, il est de 1 155 000 francs CFA, c'est bien ça? C'est ça. Pour le ministre d'État, c'est 1 205 000. Voilà. Et les ministres délégués? Exactement. 1 115 000. 115 000. Et donc, sur cette base, vous avez fait un rapport, ce qui devait être normalement servi au regard donc, du décret et ce qui a été servi. Oui, on a estimé aussi le coût d'opportunité. Les 2,90 milliards, qu'est-ce que ça pourrait permettre de réaliser? Nous avons abordé plusieurs angles d'analyse. En termes de coût d'opportunité et en termes d'infrastructure, nous avons estimé que ces 2,90 milliards pourraient permettre de construire 38 CG. Ça pourrait permettre de construire 69 blocs de 3 salles de classe, 67 CSPS et 272 dépôts médicaments essentiels génériques. Mais nous avons fait aussi de l'analyse en termes de poids sur la masse salariale. Parce que vous l'avez dit au début, le gouvernement et ses partenaires sociaux, chacun se rejette la balle, mais on se rend compte que ce trop perçu aussi a grévé ou a détérioré le rapport masse salariale sur les recettes fiscales. Donc, de l'ordre de 0,030%. Ça veut dire ce qu'ils ont perçu de trop, ça a détérioré donc ces critères de ratio donc, entre la masse salariale et les ressources fiscales. On va revenir au coût d'opportunité justement tout à l'heure. Mais que dit de la rigueur de votre démarche? Rigueur absolue, à votre avis? Non, c'est une rigueur absolue parce qu'on parle de textes. Ce n'est pas aussi complexe que ça. Ce n'est pas une étude, on va dire, statistique où il faut un modèle d'échantillonnage, il faut un modèle de projection et évaluer des marges. On part sur la base de textes. Et les textes sont clairs. Ce texte ne prête pas à équivoque, le texte est suffisamment clair. On part également sur la base de ce qui est servi. Et ce type d'opération, n'importe quelle personne peut faire cette soustraction entre ce qui est servi et ce qui devait être servi. Qu'en est-il du décret 2014? Vous en avez parlé, parlant de ce décret qui présente un peu les indemnités, notamment de responsabilité. Oui, mais ça, c'est le décret. Ça, ce décret régit les agents
de la fonction publique. En 2014, effectivement, il y a eu une réforme des indemnités. Par exemple, vous savez qu'avant 2014, si vous n'étiez pas nommé comme directeur, vous n'avez pas, par exemple, une indemnité de logement. Alors, les fonctionnaires ont estimé que chacun est soumis à la charge de logement, donc il fallait servir cette indemnité à tout le monde. Il y a eu, par exemple, aussi des innovations. Il y a eu l'introduction de l'indemnité de technicité qui s'est ajoutée. Donc, ça aussi, ça a contribué à améliorer effectivement le revenu des fonctionnaires, mais aussi à faire exploser quelque part le volume de la masse salariale et surtout son rapport par rapport aux recettes fiscales. Parce que justement, dans ce décret 2014, on parle justement de ces indemnités d'astreinte, de technicité, d'indemnités spécifiques. Est-ce que tout cela est pris en compte? Vous en avez... Non, ça, ce n'est pas pris en compte dans le décret 2008 qui régit le revenu des ministres. Ça veut dire que lorsqu'on a pris le décret donc, de 2014 régissant les indemnités des agents publics, on n'a pas fait une relecture du décret qui régit la rémunération et les indemnités des membres du gouvernement. La même chose pour la loi 081. Vous savez, à la faveur de la loi 081, il y a eu un reversement qui a abouti à une revalorisation des traitements des agents publics, mais on n'a pas touché ce décret qui régit le traitement des membres du gouvernement. Donc pour vous, tant qu'on n'a pas relu le décret de 2008, c'est ça qui... Oui, c'est l'administration et c'est ça l'état des droits. L'état des droits, ça veut dire que les actes qu'on pose, les mesures qu'on prend doivent se reposer sur une norme, doivent se reposer sur un code, doivent se reposer sur un texte. Donc tant que le texte est là, tant qu'il n'y a pas une disposition contraire, tout le monde doit se conformer au texte et c'est ce que a manqué ce gouvernement de respecter. C'est vrai qu'il y a ce décret, mais il y en a qui ont pensé qu'à partir du moment où, avec les acteurs venus du privé, il y avait cette possibilité de signature de contrat, et donc on pouvait se permettre justement de... Oui, c'est une interprétation, on va dire, galvaudée qui a été faite parce que le décret prévoit effectivement qu'il y aura une signature de contrat. Mais le contrat consacre la rémunération définie par le décret. Le décret ne donne pas une ouverture de négociation ou de définition d'autres montants. Il s'agit de consacrer, de matérialiser la relation entre la personnalité qui est appelée à servir et l'État. Du reste, dans le reste de la fonction publique, vous avez des actes d'engagement, des décisions d'engagement qui sont des contrats administratifs. Donc, c'est normal qu'il y ait un contrat administratif. Maintenant, vous venez d'un secteur, vous venez d'un autre secteur où vous étiez mieux payé que ce qui était prévu dans le décret. Et ça pose débat parce que je pense que quand on vous appelle à la fonction de ministre, c'est un engagement. Et les gens ont confondu d'ailleurs, parce que quand on vous appelle, vous n'êtes pas prestataire. Il y a un décret qui régit les marchés publics. Par exemple, si on a besoin d'expertise, vous avez vu avec le coup d'État, on avait besoin d'expertise sur le matériel, les audios. On a fait appel à un prestataire et le Burkina, le contribuable, paie pour cette prestation parce que c'est une entreprise, elle est censée faire du bénéfice. Mais ici, ce n'est pas une prestation, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un marché. On vous appelle pour une fonction, on vous appelle pour une mission qui est bien... C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la nation et elle est bien réglementée. Donc, ce n'est pas un marché, ce n'est pas une prestation de service. Donc, la dimension pécuniaire ne doit pas être... Chez nous, ça ne doit pas jouer parce que le calcul que les gens font, je pense que c'est un calcul qui n'est pas juste. Parce que c'est vrai, quand vous venez servir, quand vous abandonnez des avantages, bien sûr... Il y a un salaire dans le privé quelque part ou dans une institution internationale. Oui, il y a un coût d'opportunité. Il y a un coût d'opportunité, mais comme je l'ai dit, vous venez pour servir. Je me rappelle d'ailleurs des propos d'Arba Diallo en 2007 sur un plateau. On lui a dit, généralement les gens viennent en politique pour se faire de l'argent, quelle est votre situation? Il a dit non, moi j'ai quitté un poste où j'avais 6 millions de francs CFA par mois. Je suis venu prendre le poste de député et maire cumulé et j'ai moins de 1 million par mois. Donc c'est par engagement qu'il est venu et tout le monde sait la contribution que Arba Diallo a apportée en termes
termes de démocratie et de développement local. Donc, si la nation vous appelle, la nation vous a vacciné contre le tétanos, par exemple, la nation vous a vacciné contre la méningite, contre la polio, d'autres Burkinabés n'ont pas eu cette chance et ils en sont morts. Donc, vous devez... c'est un sacrifice. C'est pas un remboursement, mais vous devez contribuer. Mais quand on vous appelle et maintenant vous sortez votre calculette, en réalité, ce n'est pas juste et votre calcul aussi n'est pas exact. Parce que j'estime que l'équation est mal posée parce que vous perdez immédiatement, mais le potentiel en termes de retour sur investissement est énorme. Parce que votre valeur, après avoir servi comme ministre, votre valeur, qui est enrichi. Ah oui, votre valeur sociale, votre valeur économique ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, sur le plan international, il y a des postes, vous ne pouvez pas les occuper si vous n'avez pas été à des hautes fonctions Ministre comme les fonctions DG, de au président de l'institution. Donc c'est ce que les gens doivent regarder, l'engagement pour la nation, mais aussi le fort potentiel de retour sur les investissements, et que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Donc il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, justement. Alors, dans le cadre de cette étude, vous dites avoir rencontré des difficultés. Oui, on a rencontré des difficultés, c'est la difficulté d'avoir accès à toute l'information. Vous savez, on a eu l'information sur les salaires de 20 ministres seulement sur un gouvernement de 33 ministres, parce que les gouvernements ont varié entre 33 et 34 ministres. Donc on a eu les chiffres de 20 ministres, et sur les 20 ministres, il n'y a que 6 dont le salaire respectait la norme. Ça, c'est déjà un problème pour Sifoeb en matière d'accès à l'information budgétaire et aussi en matière de transparence. Parce que vous savez, en matière de rémunération dans la fonction publique, ce n'est pas une information cachée. Le bulletin, il est... Non, le bulletin, il est privé, parce qu'il y a des informations privées dans le bulletin. Si vous prenez, peut-être vous avez un prêt, vos allocations familiales, mais vous voyez, quand on nomme quelqu'un à une fonction, quand vous avez sa catégorie, quand vous avez sa fonction, vous avez des grilles indemnitaires, vous avez des grilles salariales, déjà vous avez une estimation du revenu de la personne. Et c'est dans ce sens que ce décret a été défini et qui est accessible, qui est au journal officiel, tout le monde devrait y avoir accès. Maintenant, les contrats qui sont signés entre les acteurs, on n'a pas accès à cette information et ça, c'est un problème. Voilà, vous parlez tout à l'heure de coûts d'opportunité. Alors, justement, quand vous comparez cela avec des écoles à construire, des centres de santé à réaliser, c'est un peu tendancieux quand même, non? N'est-ce pas là une façon de susciter davantage la colère au sein de l'opinion? Non, pas du tout. C'est pour permettre à tous les citoyens d'apprécier ce coût d'opportunité. Parce que si vous demandez à un économiste, chacun en fonction de son secteur peut apprécier ce coût d'opportunité. Mais quand vous le ramenez à l'échelle d'une école, quand vous le ramenez à l'échelle d'un CSPS, donc le Burkinabé ordinaire est en mesure d'apprécier ce que ça lui coûte, ce trop perçu du gouvernement. Donc c'était ça l'objectif. On sait que d'autres structures comme le RENLAC, comme justement des syndicats de magistrats avaient déjà porté le débat sur la place publique, mais aussi au sein des tribunaux. Et là, vous revenez sur ce rapport qui revient sur ce décret qui est violé, visiblement. Alors, à votre avis, pourquoi le gouvernement s'entête tant à rester dans l'illégalité sur cette question? Comment ça s'explique? Non, ça peut s'expliquer. Vous savez, en matière de gestion, en matière de gouvernance, il y a un auteur, Anatole France, qui a dit « La main du scribe est lente, l'esprit des hommes est rapide ». Parce que dès lors que la loi, le texte est écrit, il peut être dépassé par la réalité. À un certain moment, on peut se retrouver dans une situation où le texte est inopérant parce qu'on n'avait pas pensé à un certain nombre de choses. Donc, on s'est dit que peut-être le gouvernement, à un certain moment, a été confronté à des situations spécifiques, mais pour eux, le texte n'était plus opérant. Mais la règle veut que vous vous conformez au texte et maintenant vous travaillez donc à le modifier ou à l'adapter aux différents besoins ou aux différentes exigences qui se présentent. Je pense que c'est ça, mais je trouve aussi qu'ils n'ont pas été proactifs parce qu'une première fois, une difficulté peut se présenter, mais vous traînez la même chose pendant 5 ans et surtout avec la dénonciation qui a été faite par les
syndicats, par d'autres acteurs de la société civile, en principe, ils devaient réagir. Et c'est pour ça qu'il est important pour les gouvernants de comprendre que la société civile, les partenaires sociaux, ils ne sont pas forcément dans une relation d'antagonisme ou de belligérance systématique, mais c'est des propositions qu'ils font, c'est des lectures alternatives de l'action publique qui peuvent permettre effectivement d'améliorer la qualité du bien public, d'améliorer les conditions de vie des populations. Ben, curieusement, on a parlé justement des syndicats et du RENLA, de la société civile qui ont porté le débat, mais curieusement, la Cour des comptes, l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, on ne les a pas entendus. Comment ça s'explique? Oui, nous, ça nous étonne également et on se pose des questions. Par exemple, le premier niveau de contrôle de la dépense publique, qui est le contrôle interne à travers le contrôleur financier, on se pose la question, les premiers contrats qu'il a visés, c'est sur quoi il s'est basé pour apprécier la régularité de la dépense et certifier cette régularité, étant donné que le texte ne présentait aucune disposition pour permettre de servir des salaires en dehors de ce décret. Donc, qu'est-ce qu'il a considéré pour prendre la décision? Est-ce qu'il a attiré l'attention de l'autorité sur la question? Est-ce qu'il était en position de liberté pour le faire? C'est l'occasion de rappeler que pour les agents, souvent, vous avez un devoir d'ingratitude envers celui qui vous a proposé à la nomination. Parce que vous servez une institution, vous servez une république, vous servez un peuple. Vous ne servez pas un individu, même si l'individu en lui-même, il incarne une institution. Donc, on se pose la question, comment donc ce contrôle a été fait à l'interne? On se pose aussi la question, les autres institutions de contrôle, les inspections et les autorités de contrôle externes, est-ce qu'ils ont vu lors de leurs opérations, parce qu'il y a eu des rapports sur la gestion de la présidence, voilà, et pourquoi ce n'est pas ressorti. Et malgré que les syndicats et d'autres associations aient soulevé la question, pourquoi nos corps de contrôle ne se sont pas saisis de la question pour clarifier et éventuellement attirer l'attention du gouvernement pour que des dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas cette liberté que l'autorité a prise par rapport à la norme. Comment comprenez-vous la sortie récente justement sur cette question du contrôleur général d'État, Luc Maurice Ebriga, qui semblait être justement dans cette logique qui est que quand on quitte des fonctions assez bien rémunérées ailleurs et qu'on arrive dans un gouvernement, c'est normal qu'on puisse négocier un contrat à la hauteur de ce qu'on gagnait par le passé, parce qu'on aurait pu peut-être contracter des prêts, etc., qu'on avait d'autres charges et qu'il faut maintenir, justement, permettre à celui qui vient au gouvernement de pouvoir maintenir son niveau de vie d'avant. Oui, ça nous a beaucoup étonné d'ailleurs, comme d'autres citoyens, parce qu'il y a la règle et l'observation de la règle, c'est différent. Ce n'est pas une question de sentiment ou d'état d'âme. On comprend que ceux qui viennent, ils ont des engagements, ainsi de suite, mais il y a la règle. Et c'est ce qui est étonnant parce que nos autorités, surtout les autorités de contrôle, ils travaillent pour nous en tant que citoyens et en tant que contribuables. Ils sont là pour s'assurer que ceux qui sont chargés de gérer nos ressources publiques, ils les gèrent en fonction des normes qui sont établies. Et c'est vraiment étonnant que on ait eu cette sorte de justification, on va dire, de l'irrégularité. Même si la situation s'est présentée, c'est une irrégularité de fait. Un responsable d'une structure en charge du contrôle et qui, de surcroît, est juriste. Oui, moi je pourrais comprendre que le gouvernement, un membre du gouvernement ait ce type d'argument parce que, comme je l'ai dit, c'est eux qui sont confrontés à la difficulté, c'est eux qui sont, à un moment, sont confrontés au caractère inopérant peut-être du texte, mais l'autorité de contrôle, ce que nous on attend, c'est, ils regardent, est-ce que les actes de gestion qui ont été posés ont été conformes à la norme. Et ça n'a pas été le cas. Justement, vous parlez du gouvernement. On va écouter justement le porte-parole du gouvernement sur le sujet. Nous l'avons interpellé cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Les faits sont qu'il y a un régime de droit commun de la rémunération des ministres porté par le décret de 2008. Les faits sont aussi que des dispositions contractuelles dont on peut comprendre, dont on peut certainement présumer qu'il s'agit aussi de faire en sorte que un certain nombre de principes généraux de droit qui consistent à considérer aussi les antécédents salariaux ou de revenus des personnes qui sont appelées donc au gouvernement, de prendre en charge cette question. La problématique se pose depuis lors, mais pose une problématique de jurisprudence générale.
Et je me souviens aussi qu'en juin 2018, lorsque le gouvernement s'était lancé dans une dynamique de réflexion globale sur la rémunération des fonctionnaires, en tout cas des options de réforme avaient été données, et je ne pense pas qu'il faille isoler la question de la rémunération des ministres de cette réflexion globale. Pourquoi pas? On prend acte de ce rapport qui est une contribution citoyenne à la bonne gestion des deniers publics. Elle propose des voies de solution. Le gouvernement certainement avisera et certainement se mettra dans une dynamique enclenchée depuis 2018 de faire en sorte qu'il y ait une sorte aussi d'équité dans la rémunération des uns et des autres. Je ne parle pas d'égalité. Voilà, le ministre porte-parole du gouvernement interrogé par notre journaliste qui était cette semaine au point du Conseil des ministres. Alors, il parle d'antécédents salariaux justement pour ceux qui étaient ailleurs dans le privé et qui viennent dans le gouvernement. Constate justement qu'on tente d'une façon ou d'une autre, même si on admet que le rapport est juste, on tente quand même de faire croire qu'il faut en tenir compte. Non, déjà, nous, on apprécie la réaction du gouvernement. Ça prouve qu'ils ont quand même une oreille attentive, même si ce n'est pas tout le temps, pour la procuration du citoyen et des organisations de la société civile sur certaines questions sur la qualité de la gouvernance. Mais je répète, c'est dans une administration, dans un état de droit, c'est le texte. Et si le texte n'est pas opérant, il faut créer des conditions qui soient légales et qui mettent dans une situation de confort tout le monde. Parce que vous savez, nous avons échangé avec certaines personnalités. On se rend compte qu'il y a des personnalités qui ont été visiblement aussi induites en erreur parce qu'on les a fait croire que c'est possible de négocier leur salaire. C'est étant en fonction que certains ont demandé à voir le décret et se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait pas une disposition. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas forcément dans une logique de négociation même si de salaire. Voilà, même si ils allaient accepter s'ils savaient que le décret justement était clair là-dessus. On peut présumer, en tout cas ça n'enlève rien au caractère irrégulier, mais à la décharge de ces personnalités, c'est comme si on leur a dit, bon, c'est possible de négocier, et ils se sont engagés sur ce chemin. Après, on se rend compte que ce n'était pas possible parce que le décret encadrait cela. Et justement, il a parlé de réforme, dernière question, de réforme justement, parce qu'il a parlé justement de ce débat il y a déjà quelques années sur la réforme des salaires. Effectivement, est-ce que la perspective pour lui pourrait être trouver la solution dans ce sens? Une réforme globale des salaires? Oui, moi je pense qu'il faut une réforme globale. La question, il faut que les Burkinabés la posent. Donc, combien on souhaite rémunérer une personnalité, un Burkinabé qui est appelé à servir aux fonctions de ministre? Et surtout, il faut la détacher de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, parce que d'autres Burkinabés peuvent être appelés à servir à ces fonctions. Donc, en fonction donc de nos ressources et en fonction aussi de la rémunération dont les autres bénéficient, à quel niveau on place donc la rémunération d'une personnalité comme un ministre ou un président. Et débat de façon globale sur l'ensemble du revenu, voilà, et tous les avantages liés à la fonction. Mais surtout, pour nous, il faut un régime global. Il ne faut pas prendre en compte des spécificités. Du reste, le président du Faso l'a dit, il n'y a plus de cas par cas. Parce que c'est le cas par cas qui va vous amener dans des situations complexes. Beaucoup parlent des Burkinabés qui viennent d'autres secteurs. Si vous avez un opérateur économique ou un acteur ou un consultant même qui a un chiffre d'affaires de 200-300 millions par an et vous l'appelez au gouvernement, est-ce qu'on peut lui payer 20 millions par mois comme salaire? Et si vous ne le payez pas, si vous avez payé pour les autres, vous devez le payer parce que sinon ce serait une injustice. Voilà. Donc il faut un régime global et qui ne laisse pas la place à des exceptions, cadrer ça de manière générale. Et chaque Burkinabé qui est appelé, il s'inscrit dans ce cadre. Et si vous n'acceptez pas, moi j'estime que vous n'êtes pas encore prêt pour servir la nation. Servir la nation, ce sont des sacrifices, c'est renoncer. Exactement. Merci, Monsieur Youssouf Ouattara. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Vous venez de produire donc ce rapport sur les salaires des membres du gouvernement. Merci encore d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ça sera tout pour ce numéro de Suffrage de vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.